À Panem 360, je suis aujourd'hui avec le chef d'orchestre et pianiste canadien Christopher Gaudreau, artiste polyvalent, aussi à l'aise dans les répertoires lyriques, orchestral et choral. Il est titulaire d'une maîtrise en direction d'orchestre de l'Université du Michigan, où il a étudié avec Kenneth Kiesler, et d'un baccalauréat en interprétation de piano de l'École de musique Schulich de l'Université McGill. On a pu l'entendre et le voir et apprécier son travail, notamment à l'Opéra de Montréal, où il a fait ses débuts en 2024 en dirigeant la Traviata avec l'Orchestre métropolitain, avec l'ensemble Obiora également, la Société d'art vocal de Montréal, il y a l'Atelier lyrique de Montréal, de l'Opéra de Montréal également, où il a été coach vocal. C'est pour son implication auprès de l'Institut canadien d'art vocal, l'ICAV, que nous le recevons aujourd'hui, alors qu'il est sur le point de monter sur le podium à la salle Claude Champagne pour diriger l'Orchestre de la francophonie dans la production de La Flûte enchantée, la production de cette année de la 21e édition du Festival canadien d'art vocal qui mettra à l'honneur les jeunes stagiaires de l'ICAV. Christopher Godreau, bonjour. Bonjour. Alors, la représentation de La Flûte enchantée, elle aura lieu ce dimanche 27 juillet, donc on est vraiment dans les derniers milles de préparation de cette production. Comment se passent les répétitions avec les jeunes chanteurs et avec les jeunes artistes? Ça se passe super bien. En fait, oui, on est vraiment dans les derniers pas vers le concert. Il nous reste aujourd'hui même, vendredi après-midi, on a une pré-générale en après-midi et une générale ce soir. Alors, on enchaîne deux fois aujourd'hui. On l'a déjà enchaîné mercredi soir et avant ça, deux jours complets de répétition avec l'orchestre et les chanteurs. Ça va très, très bien. Et on va être prêt pour dimanche. Alors, votre travail et votre formation, elle vous amène à collaborer autant avec les chanteurs qu'avec les musiciens de l'orchestre, également avec l'orchestre de la francophonie, qui est aussi composé de jeunes musiciens, si je ne me trompe pas également. Donc, quel type de travail précisément vous effectuez à ce stade-ci avec les artistes, autant chanteurs que musiciens, surtout dans la perspective justement où la plupart sont en apprentissage? Oui, c'est pour beaucoup des chanteurs, c'est peut-être la première fois qu'ils chantent avec orchestre, ou c'est peut-être la première fois qu'ils chantent un rôle aussi impliqué avec orchestre. Alors c'est vraiment autre chose que chanter avec piano. Les pianistes, on peut suivre à l'instant à l'instant tout de suite, mais avec l'orchestre, il y a un niveau d'implication puis de collaboration qui est plus impliqué. Alors c'est un apprentissage pour les chanteurs qui peuvent pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Faut attendre l'orchestre, faut communiquer avec le chef, avec moi, avant de faire des changements. Et pour l'orchestre aussi, sûrement il y en a qui ont déjà joué de l'opéra à l'école, mais un opéra complet comme ça, c'est complètement autre chose. C'est très long, alors c'est très fatigant, mais aussi c'est toujours très flexible avec les chanteurs. Le tempo est toujours un peu en avant, un peu en arrière. Des fois, il faut respirer. Des changements qu'on n'a pas toujours dans le répertoire symphonique. Alors, c'est un niveau de contact constant qui est peut-être nouveau pour certains musiciens dans l'orchestre. Hmm. Non, c'est ça, c'est vraiment. C'est pas de suivre uniquement ce qu'il y a sur la partition à la lettre d'une certaine façon aussi, c'est d'être flexible sur ce qu'on voit, autant sur la partition que de ce qu'on voit et on entend aussi sur scène et surtout que là, dans la mise en scène qui va être, dans la mise en espace en fait qui est proposée, ben, l'orchestre, il est sur scène, c'est Oui, naturellement avec l'action qui va se passer derrière vous, j'imagine, dans le même espace que vous. Donc, est-ce que ça change aussi? Autant pour vous en tant que chef, autant pour les musiciens, mais aussi pour les chanteurs, la façon justement de s'adapter à cet environnement-là pour justement garder l'attention sur vos directives, puis sur tout ce qui se passe autour, parce qu'il y a un paquet de choses qui va se passer en même temps pour eux. Il y a la mise en scène, il y a les paroles, il y a l'acting. Donc, c'est un défi aussi supplémentaire, ce genre de configuration. absolument. Bien sûr, d'habitude, l'orchestre à l'opéra, c'est dans la fosse et chez les chanteurs sur scène devant moi. Alors, dans une production traditionnelle, j'ai toujours contact direct avec les chanteurs. Ils peuvent me voir, je peux voir l'orchestre, je peux voir tout le monde de face et communiquer en, tu sais, live, en vrai. Mhm. Des fois, quand ils sont derrière moi, c'est un peu plus difficile. Alors, bien sûr, ils ont des moniteurs, ils ont des télés avec une vidéo Mhm. de moi en direct, mais c'est pas, il y a toujours un petit Délai, délai. ouais. Alors, tu sais, c'est toujours,
il y a toujours un enjeu de ça aussi. Ils se promènent, on a laissé des passages dans l'orchestre, devant moi, devant les vents, qui peuvent se promener dans l'orchestre, pas juste devant et autour. Mhm. Alors, des fois, ils sont devant moi et faut que je dirige un peu à droite pour voir le basson ou la flûte. Alors c'est toujours... et ça change à chaque fois aussi. Chaque enchaînement, les déplacements sont un peu différents. Alors, c'est tout le temps différent, puis c'est toujours une aventure, on va dire. Oui. Non, c'est toujours dans ce processus-là de création, avec une mise en scène qui implique d'une certaine façon l'orchestre dans son espace. C'est un peu toujours un work in progress jusqu'à la dernière minute finalement. Toujours, toujours, toujours. Ben, l'opéra, toujours, même sur scène, Ouais. avec l'orchestre dans la fosse, c'est tout un autre défi, tu sais, puisqu'ils s'entendent un peu moins bien. Alors, il y a toujours des défis à l'opéra. Il y a tellement de personnes à gérer. Puis la musique, c'est tellement flexible toujours pour les chanteurs, pour l'orchestre, pour le chœur. Alors, c'est beaucoup de monde à gérer en même temps. Alors, c'est toujours un défi, mais c'est ça que j'adore du métier. C'est vraiment excitant. Mais c'est ça qui vous a incité à avoir cette formation-là, parce qu'en premier, vous avez eu une formation de pianiste, et après, vous avez bifurqué en fait, vous avez continué en fait vers la direction d'orchestre. C'est cet aspect collaboratif avec les gens qui vous a incité à poursuivre dans cette voie-là. Oui, oui, ça a toujours été la collaboration qui m'inspire. J'ai fait un diplôme en piano solo, en interprétation à McGill, mais si tu parles à ma professeure, peut-être elle pourrait te dire en plus de détails que je n'étais pas toujours très inspiré par mon répertoire de piano solo. Euh, le plus possible, je prenais tous les cours que je pouvais en accompagnement, en musique de chambre. J'ai aussi fait beaucoup de direction chorale pendant Mhm. mon bac. J'ai étudié avec Jean-Sébastien Vallée, avec Philippe Bourque, plein de chefs de chœur qu'on connaît à Montréal. Et c'est ensuite, à la fin de mon bac, que j'ai décidé de faire le switch vers la direction d'orchestre. Euh, C'était vraiment le répertoire qui m'a inspiré de faire le switch. Alors, pendant 2 ans, j'ai concentré vraiment juste sur l'orchestre, sur le répertoire symphonique pendant ma maîtrise. Et après ça, j'ai retrouvé le lien entre les deux, entre mon travail de pianiste, collaborateur, accompagnateur avec les chanteurs et chef d'orchestre pour trouver l'opéra qui vient avec, combiner les skills que j'ai acquis pendant mes études. Oui, absolument. Puis le fait d'avoir justement ce passé-là de pianiste en accompagnement, de perfectionnement avec la musique de chambre, avec l'accompagnement vocal, c'est un atout, j'imagine, pour vous. Ça change votre perspective sur euh, comment travailler avec les chanteurs, aussi avec l'orchestre, j'imagine, parce que vous avez une compréhension de c'est quoi leur instrument en plus, puis c'est à quoi qu'ils s'attendent, ou à quoi ils sont habitués dans leur propre répétition, où ils sont juste avec piano. Alors là, de transposer ça à l'orchestre, il y a une pédagogie qui est différente aussi, qui vous permet une meilleure compréhension de leurs enjeux. Absolument. Alors, c'est le défi de diriger l'opéra. Il faut bien sûr avoir le, le contrôle de l'orchestre et la connaissance des instruments et comment répéter, comment faire que ce soit ensemble et que la balance soit bonne. Mais aussi, pour moi, ce qui est encore plus important, c'est la connaissance de la voix et être capable de les supporter là-dedans. Et c'est comme soit on se demande, c'est qui lead l'un ou l'autre? C'est-tu les chanteurs et moi je les suis ou c'est-tu moi qui lead puis ils me suivent? Et c'est ni un ni l'autre, mais les deux en même temps. Hmm. Alors, eux, ils me lead et moi, j'essaie de les guider dans ce que je pense ils veulent faire avec l'orchestre. Et tout ça, toute l'éducation dans ça, je donne crédit à 100% à mon temps à l'Opéra de Montréal. J'ai passé des heures et des heures en coaching avec Esther Gontier, Mhm. qui est une des pianistes d'opéra la, la, la plus recherchée, la plus en demande au Canada, vraiment. Et aussi à jouer des leçons avec la prof de chant Ariane Girard, Mhm. aussi une des professeurs à l'UQAV cet Mhm. été. J'ai joué pendant 3 ans au moins 5 à 10 leçons de chant avec Ariane par semaine. Alors, j'ai passé des heures et des heures
à voir l'enseignement de la voix, comprendre la technique, le style, tout ça. Ça m'a vraiment formé encore en ce jour de comment guider les chanteurs avec l'orchestre et comment être en lien constant avec eux autres. Mhm. Musicalement, justement sur la flûte enchantée même, quels sont les éléments au niveau de l'interprétation, autant pour les chanteurs que pour les instrumentistes, auxquels ils doivent prêter attention? C'est quoi peut-être les... C'est une œuvre qu'on connaît tous, ou si on est à la grande amateur de l'opéra, qu'on connaît des airs pratiquement par cœur, il y a des airs hyper connus là-dedans. La Reine de la Nuit ne pourra n'en nommer qu'un seul, qui est vraiment le grand hit de la chose. Mais musicalement, dans ce processus d'apprentissage-là, avec orchestre, c'est quoi au niveau de la musique que les jeunes stagiaires, les jeunes musiciennes doivent faire attention? Du Mozart, c'est toujours touché, disons. C'est vrai. C'est tellement délicat comme musique, mais on peut pas l'approcher avec trop de délicatesse parce que c'est quand même une longue soirée. C'est quand même très long. Alors, si on y va avec trop de finesse, trop de délicatesse, on se fatigue trop vite, trop rapidement et on va pas se rendre à la fin. Alors, c'est vraiment une balance pour avoir le style et la légèreté et la finesse qu'on reconnaît tous dans la musique de Mozart, avec le pacing de la soirée, avec la balance à l'orchestre aussi, de trouver ouais, une légèreté. Non, c'est toujours difficile, mais quand on a une symphonie de Mozart, par exemple, c'est une vingtaine de minutes, 30 minutes. Mhm. Là, on parle de plus de 2 heures de musique. Ouais. Alors, c'est beaucoup de musique à passer en très peu de temps avec l'orchestre. Alors, juste maîtriser tout ça et on a juste simplement pas beaucoup de répétitions pour maîtriser la quantité de musique. Et pour les chanteurs, ils ont eu un peu plus de temps. Pas avec moi, malheureusement, je me suis rejoint au processus assez tard. Mhm. Il y avait 2 semaines de répétition sans moi avant que j'arrive parce que j'avais un autre contrat à Hamilton avant. Mais j'avais envoyé une partition annotée avec tout ce que je voulais musicalement. Et je les ai laissés dans les bonnes mains de Francis Perron, qui a fait toute la préparation musicale. Il a fait une super job, bien sûr, Francis. Il est extraordinaire. Alors, pour eux autres, c'est vraiment le défi du pacing et aussi de chanter avec l'orchestre. Mhm. Oui, c'est ça. Puis en plus, on parlait de la longueur. Il y a eu des coupures qui ont été faites aussi. C'est un opéra un petit peu moins long que ce que une production, entre guillemets, normale dans une maison d'opéra ferait. Mais ça reste essentiellement la même histoire avec le même déroulement à 90%. Oui. On a fait des petites coupures et j'ai essayé de garder les coupures tout le temps dans l'opéra, il y a des moments où il se déroule comme rien dans l'histoire. C'est très beau, c'est toujours beau, c'est du Mozart, ça va toujours être beau. Mais des fois, il faut couper pour l'énergie des chanteurs, pour le public aussi. Et on a coupé beaucoup des dialogues. Il y a Ouais, c'est ça ça. prend beaucoup de temps. Euh, mais ça fait que l'orchestre a très peu de repos entre les numéros. Alors, quand on l'a enchaîné mercredi soir, avant de commencer, j'ai dit pacez-vous, faut faire attention parce que vous allez voir, c'est très fatigant. Puis ils ont tous dit, ah, on va être correct. On a fait le premier acte, puis ils étaient tous comme à terre, à dire, oh mon Dieu, c'est 1 heure de musique sans arrêt, le premier acte. Ça arrête pas. Alors là, je pense qu'ils ont compris qu'il faut vraiment faire attention au pacing. Ben, ça fait partie de l'apprentissage finalement. Oui, C'est excellent. absolument. Et, justement, quel est votre passage ou moment préféré dans la flûte enchantée? À titre Ah, personnel. Difficile, oh hein? mon Dieu. Ben oui, c'est une question assez méchante. Euh, Bien sûr, il y a l'ouverture. L'ouverture, c'est assez extraordinaire. On le connaît tous. Puis à chaque fois, je suis bouleversé par la complexité que Mozart avec avec lequel Mozart a écrit vers la fin de sa vie. Alors, il commence vraiment à explorer des textures d'instrumentation que qu'on n'a pas vu avant ce période-là de Mozart. Alors, l'ouverture, c'est incroyable. Moi, j'adore. Il y a 2 quintettes dans la pièce. Dans le premier acte,
c'est toujours avec Tamino Papageno et les Trois Dames. Oui. Et il y a une énergie que j'adore dans les ensembles. Et aussi, dans le final du deuxième acte, il y a un passage avec les deux hommes armés. Et à l'orchestre, chez les cordes, c'est une fugue d'une complexité c'est quasiment du Bach, là. C'est vraiment baroque en style. Et par-dessus ça, il y a une ligne de voix et des vents qui est juste, c'est comme un orgue, ça bouge pas. Puis en dessous, il y a toutes les détails de la fugue, puis les couches de musique, c'est vraiment extraordinaire. Alors ça, je peux pas en choisir un seul. Non, non, Désolé. c'est sûr, mais j'entends parfaitement pour les numéros d'ensemble, c'est ce que vous voulez dire. Effectivement, c'est des numéros qui sont extraordinaires dans juste la conduite des voix aussi. Ouais, ouais. Euh, Autant aux instruments que dans pour les voix des chanteurs, c'est assez extraordinaire comme enchevêtrement. Euh, ben, ce sont des éléments, ce sont des choses que le public va être amené à voir, à entendre de ses propres oreilles. C'est le dimanche 27 juillet à la salle Claude Champagne à 3 heures, si je ne m'abuse, ou à 14 heures. Ou 14 heures, je pense. 14 heures, OK, parce que 14 heures, OK, ouais. d'accord. Donc, à 14 heures, à la salle Claude Champagne de la Faculté de musique de l'Université de Montréal, venez entendre l'Orchestre de la francophonie dirigé par Christopher Godreau dans la production de la flûte enchantée de Mozart avec les stagiaires en chanteurs de l'Institut canadien d'art vocal qui célèbre cette année, je le répète, sa 21e année. Christopher Godreau, merci beaucoup de nous avoir parlé de cette production. Merci à toi et à dimanche. À dimanche.